Bonjour à tous ceux qui sont auditeurs ou spectateurs de cette conversation numérique. Si vous avez le moindre souci de connexion, mon portable ou la hotline dont le numéro vous a été communiqué sont bien sûr à votre disposition pendant toute la durée de cette petite conversation. Merci à ceux qui ont accepté de participer à cette conversation. Laure Adler, Dominique Libaud et Julien Justiniani, je vous présenterai dans un instant, et bien sûr Étienne Beaulieu. Je voudrais juste en préambule dire combien la crise du Covid a remis sur le devant de la scène des hommes en blanc, des médecins, des chercheurs, la science. Et donc on a un homme en blanc chercheur avec nous aujourd'hui. Elle a aussi habitué à l'idée qu'il y a dans la population des invisibles, et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, même si dans la crise du Covid, c'était plutôt tous ceux qui font des tâches jugées subalternes. Dans ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, ce sont plutôt les gens du grand âge ou les gens dépendants qui sont devenus un peu des invisibles. Cette crise a aussi montré que pour la recherche, les financements étaient nécessaires, ils étaient sans limite, un autre « whatever it takes ». Dans le cas du Covid, bien sûr, les États se sont mobilisés, les laboratoires pharmaceutiques également. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer et des recherches qui sont menées par l'Institut Beaulieu, vous le savez, il y a peu ou pas du tout d'accès à des financements publics. Il n'y a pas d'intérêt des laboratoires parce que c'est encore de la science fondamentale. Et donc c'est grâce à vous qui êtes spectateurs de cette conversation numérique que les recherches ont été menées à bien jusqu'ici. Et donc, bien sûr, en cette fin d'année, c'est important que vous vouliez bien continuer à être généreux avec le labo. Parce qu'en effet, la maladie d'Alzheimer n'a pas jusqu'ici donné la même mobilisation, alors que les personnes du grand âge, on les connaît déjà. Les gens qui auront 85 ans dans 20 ans, ils ont tous 65 ans aujourd'hui. Et donc, c'est aussi à eux de faire en sorte, donc à nous, de faire en sorte que demain, quand nous aurons la chance, le privilège de connaître le grand âge, on puisse rester en bons baby-boomers que nous sommes, autonomes, indépendants, créatifs et non pas dépendants. Pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, je voudrais d'abord dire un mot de Laure Adler, que tout le monde connaît bien sûr, et j'espère que vous avez tous déjà lu ou bientôt vous apprêtez à lire pendant vos vacances de Noël son essai, je crois qu'on peut dire que c'est un essai, publié chez Grasset, La voyageuse de nuit. Mais je voudrais résumer Laure avec 3 mots-clés. D'abord, je trouve ça important de savoir que Laure est née et a grandi en Afrique, et je pense que ce décalage de continent et de culture est peut-être une des clés de son inlassable curiosité et de son ouverture aux autres et à tant de sujets. Son doctorat d'histoire a porté sur le féminisme avec la grande Michèle Perrault, féminisme auquel tu as consacré depuis de nombreux essais. Et le 3e mot-clé, à part l'Afrique, le féminisme, c'est la culture. Tu en as bien sûr été chargée à l'Élysée à l'époque de François Mitterrand pendant 4 ans. Mais la culture, c'était aussi le Cercle de Minuit, que tu as fait tous les soirs pendant, je crois, 4 ans aussi. Et l'unité documentaire de France 2, et c'est à l'époque que nous sommes connus, que tu as également animé longtemps. Et ta curiosité pour les autres t'a conduit à plus d'une vingtaine de livres d'entretien et à 8 biographies. Et j'ai remarqué qu'il y en avait 7 qui étaient des biographies sur des femmes, la 8e étant consacrée à François Mitterrand. Et comme artiste, tu fais aussi de ta vie une œuvre et tu as déjà écrit plusieurs livres très personnels et La voyageuse de nuit en est un. On a la chance aussi d'avoir avec nous
Dominique Libaud, qui a bien voulu accepter de se joindre à cette conversation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tous vos camarades de l'ENA de la promotion Fernand Braudel, mais je pense quand même que ça prédispose à l'essentiel et au sujet du temps long. Et Dominique Libaud a commencé sa carrière et son admiration pour elle n'a pas fléchi depuis. Nous avons eu une longue conversation à ce sujet. Dominique Libaud était conseiller technique au cabinet de Simone Veil et a fait à l'occasion de l'anniversaire de ce mandat magnifique ouvrage. Bon, bien sûr, votre métier, c'est d'abord la protection sociale. C'est aussi une compétence que vous avez apportée au Conseil d'État. Vous avez dirigé la sécurité sociale pendant 10 ans et vous avez gardé la conscience de la fierté que nous devons tous ressentir d'être les bénéficiaires d'un système aussi bien pensé et généreux, surtout quand on se compare. Aujourd'hui, vous présidez le Haut Conseil du financement de la protection sociale et vous êtes directeur de l'EN3S. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que EN3S, c'est une ENS, donc une école normale supérieure, mais de la sécurité sociale, donc d'où les 3S. Mais vous êtes vraiment, enfin en tout cas à mes yeux, l'homme des valeurs de solidarité et du grand âge. Donc évidemment, vous étiez tout désigné pour être sollicité aujourd'hui, et donc c'est pourquoi je vous remercie encore plus d'avoir accepté. Et dans un de vos rapports, j'ai vu que vous aviez dit qu'en 2030, c'est-à-dire demain matin, il y aurait plus en France de gens de plus de 65 ans que de moins de 15 ans. Donc on voit bien que la balance démographique plaide en faveur d'une politique liée au grand âge. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors la science est représentée par, bien sûr, Étienne et Julien Justiniani, qui est chercheur, biochimiste, docteur en biologie cellulaire et qui signe une publication dans le journal Autophagie, publication qui vient d'être acceptée, à l'occasion de laquelle nous organisons cette conférence aujourd'hui. Si je n'ai rien oublié, et pardon si j'ai oublié des choses, mais je passe la parole à Étienne Beaulieu qui va commencer à introduire le sujet. Merci pour comprendre notre pensée. Un titre sera « Le Covid produit un effet de loupe sur les EHPAD ». Le problème des EHPAD ne date pas du Covid. L'entrée en EHPAD est causée par la dépendance souvent liée aux maladies de type Alzheimer. Il y a 3 ans, je soulignais que le problème ne tenait pas seulement à l'insuffisance et au surmenage des effectifs. Le désir des personnes âgées est de rester autonomes chez elles. Pour cela, il faut prévenir les démences séniles. Il y a, à propos des démences séniles, une étude que nous avons commencée il y a environ 10 ans. J'ai désigné tau comme protéine cible de mon travail de recherche plutôt que les plaques amyloïdes, et le consensus mondial a rejoint ce point de vue, même en France. Il a fallu du temps d'ailleurs à certains collègues pour l'accepter. J'avais en tout cas choisi comme arme FKBP 52, découverte aussi dans mon laboratoire à propos de modifications de produits que nous avions synthétisés auparavant à propos de la recherche sur les hormones. Nous avions mis en évidence une corrélation entre une insuffisance de FKBP52 et les maladies de type Alzheimer dans les cellules et puis chez l'homme. Aujourd'hui, nous apportons une clé de cette corrélation. Nous démontrons comment FKBP52
contribue à la santé des neurones. C'est véritablement une nouveauté. La stratégie donc de l'Institut, qui s'appelle l'Institut Beaulieu, est d'abord de mettre au point un médicament. Et vous l'avez compris, en élaborant des molécules susceptibles d'augmenter la quantité de FKBP52. D'autre part, mettre au point un test prédictif du risque de développer une maladie neurodégénérative, le domaine de la maladie d'Alzheimer, et cela suppose que vous nous accordiez votre soutien à la fois politique et intellectuel, mais également financier. Je plaide maintenant la parole à Laure Adler, que je remercie de son livre qui aborde avec tant d'élégance et tant d'intelligence des questions aussi graves, à Dominique Libaud, qui a fait un constat économique essentiel à la prise de conscience des pouvoirs publics, préalable indispensable donc pour une politique adaptée et efficace, à Justine Anu, qui a réussi à apporter une pierre essentielle à notre compréhension du rôle de FKBP 52 en travaillant dans le laboratoire que je dirige. Merci Étienne. Et donc, je crois que la parole est à Laure Adler. Laure, je te passe la parole. On le voit bien, il y a une étrange conjonction aujourd'hui entre les conséquences du bien vivre et du plus vivre et les progrès de la médecine qui nous ont permis de vieillir en bonne santé. J'ai envie de dire, ça serait bien si ces deux mots pouvaient être collés ensemble, puisque l'image de la vieillesse est encore une image de dégradation, de perte dans tous les sens du terme, alors que je ne vais pas dire des chiffres devant Dominique parce que j'aurais peur de me tromper et que je ne suis pas une spécialiste. Mais enfin, on peut dire quand même que depuis une bonne vingtaine d'années, de plus en plus de personnes peuvent vieillir tout en ayant toutes leurs capacités, à la fois physiques, morales, intellectuelles, artistiques, etc. Et donc, c'est un fait de civilisation, c'est un basculement de société et c'est pour reprendre des termes d'anthropologie chers à Marcel Mauss, c'est un fait social total. Et en même temps, on voit bien que non seulement la société ne veut pas le savoir, parce que personne n'a envie de vieillir, y compris les plus vieux d'entre nous, mais aussi les plus jeunes, et en même temps, les autorités politiques savent depuis maintenant une bonne quinzaine d'années que les conséquences vont en être si importantes qu'elles vont modifier notre vivre ensemble, mais en même temps, les autorités politiques, et on le voit encore avec Emmanuel Macron, qui a mis sous le tapis le dernier rapport qui lui a été demandé, qui pourtant est tout à fait exceptionnel, qui a été remis par Mariam El Khomri, il a mis ça sous le tapis. Et le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a fait de même, tout en disant que le sujet était très important. Donc on se trouve face à un phénomène qui est à la fois anthropologique, politique, médical et en même temps de recherche. Donc moi, en tant que citoyenne lambda, n'ayant pas de compétences particulières sur ce sujet, mais ayant rencontré beaucoup de gens spécialisés dans le bien vieillir ou dans le vieillir tout court, que ce soit des gériatres, que ce soit des démographes, que ce soit des médecins, que ce soit des directeurs et directrices d'institutions, et aussi beaucoup de résidents dans les EHPAD, je me demande pourquoi cette cécité et pourquoi cette absence de prise en charge économique et financière par rapport à ce que fait le professeur Beaulieu, c'est-à-dire une recherche qui pourrait améliorer la situation de celles et ceux qui vont vers ce qu'on ne sait même plus appeler par des mots, et c'est quand même pas un hasard si on n'a même pas les mots pour pouvoir le désigner. Aux États-Unis, on appelle ça
les oldest old, mais nous, on ne sait même pas comment appeler. Donc, c'est peut-être le 4e, le 5e, le 6e âge, peut-être le 43e âge, comme le 43e rugissant. J'en sais rien, mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il y a si peu d'écoute de ce sujet qui concerne autant de personnes, toutes générations confondues, parce que quelqu'un de 18 ans a une grand-mère ou un grand-père qu'il adore et qui lui a déjà donné beaucoup de choses. Toute personne de 40 ans a des parents qui ont 70 ans avec qui il entretient des rapports extrêmement féconds. Et toute personne qui a mon âge, c'est-à-dire 70 ans, a un ou deux parents. Moi, il me reste ma mère, qui est en EHPAD après que j'ai pu lutter avec toute ma force morale et ma force de conviction pour que mes parents n'aillent pas en EHPAD. Et quand finalement je n'ai pas obtenu satisfaction et j'ai perdu le combat avec mon père, comme mon père, finalement, au bout de la 4e ou 5e fois, a finalement obtenu contre moi la décision de partir en EHPAD, je l'ai accompagné en ambulance à l'EHPAD et je lui ai dit « Papa, pourquoi tu vas en EHPAD ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Pour mourir ». Donc, et c'est ce qui lui est arrivé d'ailleurs. On a affaire à des problèmes éthiques. Tout ça forme un nœud très compliqué à dénouer. Et moi, je suis plutôt là pour vous poser des questions, à vous les spécialistes, que ce soit à Dominique ou à Étienne. Je ne comprends pas le silence assourdissant qui est fait vis-à-vis de tous ces problèmes. Merci Laure, tu as dit peu de choses de la voyageuse de nuit, mais tu as sonné le signal d'alarme de la nuit. Bien sûr, j'invite Dominique Libaud à apporter sa science et ses réponses. La science, c'est beaucoup dire. Merci beaucoup de m'inviter. D'abord, je tiens à dire, enfin, moi, je suis très heureux que quelqu'un comme Laure Adler porte ces sujets, parce que c'est, je vais dire tout de suite, je partage le constat que, évidemment, c'est un sujet fondamental pour notre société. Laure Adler cite le livre que tout le monde cite, hein, Simone de Beauvoir, hein, qui dit effectivement, s'interroge la façon dont on aborde notre condition humaine, tout simplement. Enfin, c'est pas seulement un sujet de la vieillesse, c'est pas seulement un sujet économique, c'est un sujet effectivement absolument fondamental. Et je mettais en introduction du rapport, parce que j'ai piloté une concertation 2018-2019 qui a conduit à mon rapport qui était censé préparer une loi grand âge autonomie, et je commençais en disant nous vieillissons, pour paraphraser La Fontaine, il n'est rien de moins ignoré, rien où l'on soit moins préparé. Et c'est vrai qu'il y a un refus un peu quelquefois individuel, mais surtout collectif, effectivement, de voir ce sujet. Et je suis frappé, comme Laure Adler, effectivement, aussi aujourd'hui, malgré les rapports, malgré tout ceci, qu'il y a une difficulté, effectivement, du pouvoir politique à s'emparer de ces sujets. C'est absolument évident. Alors je commence à le dire, effectivement, c'est absolument indispensable de s'emparer de ce sujet. Parce que nous avons cet enjeu démographique devant nous, le triplement des personnes âgées de plus de 85 ans d'ici 2050. Déjà, dans la décennie qui vient, 2020-2030, on va avoir 50% de plus des 75-85 ans. Donc, c'est des choses qui, collectivement, sont très, très importantes pour la France, pour le système de soins, pour tout ça. Deuxièmement, ça a été évoqué, nous avons une espérance de vie en bonne santé qui n'est pas géniale en France. Et effectivement, d'autres pays font mieux que nous. Et des chercheurs et des scientifiques nous disent, mais avec certaines méthodes, on peut bien vieillir, en tout cas, on peut diminuer le risque, effectivement, de perte d'autonomie, que ce soit sur le sujet des maladies neurodégénératives ou sur le sujet de la motricité, etc. Donc, effectivement, on a un enjeu très important, effectivement, sur cette espérance de vie en bonne santé, pour aussi le maximum de la population, l'ensemble de la population. Simone, vous avez rappelé mon sujet protection sociale. Effectivement, j'ai un attachement à la protection sociale qui est de dire, et je rajouterai juste un mot à ce qu'a dit Laure Adler, c'est que vieillir tous ou le maximum en bonne santé, parce que c'est aussi un sujet d'inégalité. Laure Adler le dit aussi dans son bouquin. Nous ne sommes pas, effectivement, socialement, c'est aussi un gradient social. Il faut bien dire le fait de vieillir ou non en bonne santé
et aussi de vieillir dans des conditions, effectivement, qui soient conformes à ce qu'on attend. Parce que finalement, le sujet qui est issu de la concertation, pourquoi c'est un sujet fondamental? Parce que beaucoup de gens disent, énormément de gens confrontés à ce sujet, soit les personnes âgées elles-mêmes, donc certains nous disent je suis exclu de ma propre vie, enfin j'ai l'impression effectivement d'une rupture, etc., soit effectivement les accompagnants. Finalement, on a un déni de citoyenneté, déni de libre choix et déni. Nous ne construisons pas une société qui permet à chacun de continuer sa vie au grand âge et de vivre comme il l'entend, tout simplement. De vivre. Et finalement, c'est ce que demandent les gens, c'est de vivre comme on l'entend. Et à un moment donné, on vous dit, ah ben non, alors pour diverses raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais notamment, effectivement, les solutions qui sont offertes d'aujourd'hui sont trop binaires et pas heureuses, un EHPAD trop collectif qui donc est certainement nécessaire, enfin qu'il y ait cette possibilité d'hébergement collectif, mais qui doit énormément évoluer. Les gestionnaires d'EHPAD le disent le premier, mais aussi toutes les formes d'hébergement intermédiaire, l'intergénérationnel. Enfin, il y a une forme aussi de conduite à l'isolement aujourd'hui des personnes âgées, soit chez elles, soit isolées entre elles dans des établissements où elles sont exilées un peu de la vie et du contact avec les autres. Et il faut le dire, hein, dans toutes les enquêtes, on voit que cette perception de la solitude, de l'isolement, elle est très très forte chez les personnes âgées. Donc, et on sait aussi que cet isolement et cette perception de la solitude, c'est un élément de la perte d'autonomie. On a le concept de perte de fragilité, hein, qui est très important aujourd'hui chez les gériatres, et qui est un concept qui est à la fois de précarité, d'isolement, et puis qui va conduire à la perte d'autonomie, enfin, en tout cas un des risques de perte d'autonomie. Donc, effectivement, c'est tout ça qu'il faut repenser. Et je dirais, il y a un continuum, évidemment, nous sommes ici là pour parler pour évoquer la recherche. Alors, je dis tout de suite pour Simone Harari, parce que je sais qu'elle va gentiment m'en faire la remarque, mais est-ce que j'en parle dans mon rapport? J'avais fait 175 propositions, et bien sûr, la recherche est hyper important, et j'avais une proposition 158, je dis ça pour Simone Harari, qui a vérifié, conduite pour inciter à la recherche fondamentale et la recherche clinique sur le vieillissement. Donc oui, dans le déni du sujet vieillissement, il y a le sujet recherche, évidemment. Mais il y a aussi, ça va sur toute la ligne, jusqu'au métier du grand âge, évidemment. Et c'est vrai que moi, j'insiste beaucoup actuellement sur ce sujet parce que je dis il y a urgence, bien sûr, par rapport à la démographie, mais le Covid, et le professeur Beaulieu l'a très bien évoqué, nous rappelle, voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais l'importance considérable de ces métiers, qui sont des métiers exercés à 95% par des femmes, faut-il le dire. Alors, moi, voilà, quand on évoque les hypothèses de sous-valorisation de ces métiers et des sujets, eh bien, je pense effectivement qu'il y a un sujet très très fort du fait que ces métiers sont associés à des métiers traditionnellement associés aux fonctions féminines, et voilà, et pour ça, le care, effectivement, n'est pas valorisé. Donc, on a une sous-valorisation de ces métiers, et de ce fait-là, eh bien, ça induit une très grande difficulté à mener les politiques que l'on voudrait, c'est-à-dire une politique de qualité de prise en charge, une politique de prévention, une politique où on modifie la relation entre l'aidant et l'aidé. Et c'est certain que s'il n'y a pas assez de personnes en EHPAD, si on dit le métier c'est essentiellement de faire les toilettes, évidemment ce n'est pas extraordinairement attractif pour des jeunes. Donc, une des conditions de l'attractivité, c'est de repenser ces métiers. Donc moi, je pense que c'est aujourd'hui totalement fondamental, et Laura Adler faisait allusion au très bon rapport de Myriam El Khomri. Effectivement, après mon rapport, j'avais demandé une grande stratégie grand âge, métier grand âge, et donc il y a eu Myriam El Khomri qui a fait cet excellent rapport, et donc j'espère que ceci va enfin se mettre en place, parce que j'en terminerai par là pour être pas plus long, mais aussi quelque chose qui est un peu incompréhensible. Alors, je vois bien, il y a une raison, voilà, complètement idiote, pour dire on ne s'en préoccupe pas. On dit oui, mais il y a les jeunes, et les jeunes, c'est quand même très préoccupant, et donc, bon, on ne peut pas tout faire. Enfin, bon, je dis ça à personne, mais c'est un peu ça. Non, mais on ne s'occupe pas des jeunes non plus, alors. Oui. Et si on ne veut pas que tout l'argent aille aux vieux pour qu'il en reste une part pour les jeunes, raison de plus pour s'occuper des vieux. Non, mais et surtout, on va avoir un problème sur les jeunes, on a un problème, on le sait, de chômage, de métier. On a des secteurs entiers qui, voilà, c'est triste à dire, mais sans doute, effectivement, ne vont pas avoir les mêmes opportunités post-Covid de développement qu'avant. Et on a un secteur qui demande énormément d'emplois. Donc, il y a une stratégie à mener.
effectivement, pour attirer des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, dans des politiques de reconversion. Mais pour cela, il faut aussi, effectivement, que ça soit attractif sur le plan financier, sur le plan des carrières, sur le plan du sens donné au métier. Et j'entendrai, il y a aussi, moi ça me frappe, il y a des exemples très bons parce qu'il y a des professionnels remarquables sur ces sujets. Moi j'ai vu des établissements, il y a du très bon et il y a du très mauvais ou de l'hétérogène considérable. Alors voilà, moi je pense qu'il y a une énorme politique à mener qui n'est pas seulement médico-sociale, qui n'est pas seulement recherche, parce que derrière, c'est effectivement, heureusement, le grand âge n'est pas forcément synonyme non plus de perte d'autonomie et ne doit être de moins en moins synonyme. Donc c'est aussi comment on pense la vie, la ville, l'hébergement, les transports et tout ceci. Et c'est voilà, vraiment une réflexion absolument fondamentale et qui, effectivement, voilà, aujourd'hui on a du mal et donc je remercie toutes celles et ceux effectivement qui et Laura Adler est vraiment un exemple parce que aussi Laura Adler a la chance d'avoir accès aussi aux médias et tout ça, donc c'est hyper important parce que voilà et ça me semble extrêmement important. J'espère que peu à peu effectivement ça va faire en sorte que dans le débat public et pour les politiques effectivement ils s'emparent réellement de ce sujet. Merci beaucoup Dominique Libaud et en effet c'est pour ça aussi que nous faisons cette conversation d'aujourd'hui, c'est justement pour raise awareness, comme disent les anglo-saxons, faire monter le niveau de conscience dans le débat public et dans le débat collectif de ces sujets. Alors comme l'occasion est celle de la publication d'un travail effectué dans l'Institut Beaulieu par Julien Justiniani, je lui passe la parole pour qu'il explique la percée qui vient d'être faite et qui élucide une partie du rôle de FKBP 52 pour la protection de la maladie d'Alzheimer. Bonjour à tous, merci. Donc je vais effectivement vous parler des résultats récents que nous avons obtenus au laboratoire quant à l'implication de cette protéine FKBP 52 dans la maladie d'Alzheimer. Donc dans la maladie d'Alzheimer, les neurones ne fonctionnent plus et l'une des causes de ce problème est qu'ils n'arrivent plus à se débarrasser des déchets qui peuvent s'accumuler dans la cellule pour diverses raisons. Du coup, comme c'est le cas de la protéine Tau, qui s'accumule dans ces neurones de façon toxique. Donc l'objectif principal de ces dernières années a été de montrer que cette protéine FKBP 52 pouvait jouer un rôle sur la clairance de Tau, donc c'est-à-dire sur l'ensemble des possibilités qu'a le neurone à se débarrasser de ces protéines Tau toxiques indésirables. Donc nos dernières observations du cerveau humain montrent que cette protéine FKBP 52 est présente au niveau de petites structures vésiculaires dans les neurones qu'on appelle les lysosomes. Donc je sais qu'il y a une illustration, je ne sais pas si on peut la faire apparaître. Voilà, exactement. Donc ce sont ces petits points verts que vous voyez dans le neurone. Donc ces lysosomes jouent un rôle très important dans la cellule puisqu'ils sont impliqués dans la dégradation des déchets. On appelle ce processus autophagie, qui vient du grec auto, donc le soi, et phagie, qui veut dire manger. Donc les neurones, en quelque sorte, vont manger leurs propres éléments qui ne fonctionnent plus pour qu'ils soient renouvelés. Donc lorsque l'autophagie est défaillante, vous l'avez compris, il va y avoir une accumulation de déchets dans la cellule, et donc notamment de la protéine Tau, ce qui participe au développement de la maladie d'Alzheimer. Donc nous avons découvert, et ce qui est le sujet donc d'une publication qui a été récemment acceptée dans le journal Autophagie, que le niveau, donc la diminution pardon, de la protéine FKBP 52 perturbe le bon fonctionnement de l'autophagie dans des conditions de stress. Alors dans des conditions normales, le stress cellulaire va provoquer donc une accumulation de déchets dans les cellules et du coup la cellule va répondre en activant l'autophagie pour pouvoir dégrader ces déchets et répondre au stress. Au cours de cette activation, les lysosomes vont alors se regrouper entre eux. Donc je sais qu'il y a une illustration aussi pour vous montrer. Donc ils vont se regrouper entre eux, voilà, pour former ce qu'on peut qualifier de centre de gestion de déchets
qui va permettre à cette cellule neuronale de dégrader massivement et rapidement l'ensemble des déchets qui sont accumulés. Voilà, donc nous avons montré que l'absence de la protéine FKBP52 gêne la coordination des lysosomes au cours du temps. Donc, c'est une, comment dire, ça gêne cette coordination qui fait qu'en fait, ça va entraîner une altération de cette autophagie et par conséquent une accumulation des déchets de taux. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Nos résultats que nous avons obtenus dans les cellules neuronales élucident un mécanisme par lequel FKBP52 est impliqué. Ces résultats confortent notre idée que cette diminution de FKBP52 pourrait être impliquée dans la progression de la maladie d'Alzheimer. Donc, agir sur le niveau d'expression de la protéine FKBP52 est une piste thérapeutique potentielle. Donc à présent, nous allons travailler sur un modèle de souris qui présente une maladie qui est proche de la maladie d'Alzheimer, et nous allons moduler l'expression d'FKBP52 afin de voir si on arrive à moduler également la progression de la maladie dans ce modèle. Donc pour mener à bien ce travail, nous avons besoin d'une technologie nouvelle que l'on appelle le portoir intelligent. Donc ce portoir en fait consiste en de nouvelles cages dans lesquelles nos petites souris évoluent, et ces cages vont en temps réel apporter une surveillance renforcée de nos animaux. Donc on va pouvoir mesurer leur poids, regarder s'ils ont bien la nourriture, de l'eau, la température, est-ce que ces animaux se battent, et dans ce cas il faudra les séparer. Donc un ensemble de choses que la cage va pouvoir nous donner des informations, donc qui est très important pour le respect du bien-être animal. Donc ça va également nous permettre d'étudier de façon très précise le comportement de nos animaux, donc sains par rapport à ceux qui sont malades, et de façon, si vous voulez, sans intervention humaine qui pourrait interférer sur le comportement de ces animaux. Donc enfin, pour finir, nous synthétisons au laboratoire des petites molécules qui miment la fonction de FKBP52. Donc nous étudions leur capacité à empêcher l'accumulation toxique des protéines tau dans les neurones. Donc c'est un travail qui est pluridisciplinaire et qui demande des compétences en biologie, mais également en chimie des protéines, et qui est axé sur la synthèse et l'optimisation de ces petits peptides dans le but de voir leur potentiel en tant que candidat médicament. Voilà. Merci Julien. C'est vraiment très intéressant qu'avec les souris, au début, tout le problème était d'avoir le bien-être animal. Le comité d'éthique avait demandé qu'ils aient des petits cubes pour jouer, que quand ils avaient trop faim et qu'ils n'étaient plus en état de s'alimenter eux-mêmes, on les alimente. Alors maintenant, en plus, il y a le portoir intelligent avec la balance pour lequel c'est un investissement important, et donc ceux de nos donateurs qui voudront bien contribuer non seulement au bien-être des souris, mais surtout au fait qu'on puisse faire sur elles des expériences cruciales qui sont tellement importantes. Alors, je voudrais souligner que vraiment, on peut difficilement être davantage 360, d'avoir la recherche avec les molécules, avec les souris, mais aussi le monde de la culture, le monde de la politique et de la finance, et c'est l'ensemble, bien sûr, qui fait le sujet voilà, qui nous réunit aujourd'hui, et qui est bien celui d'éviter la dépendance liée aux maladies neurodégénératives. Alors donc j'invite tous ceux qui nous regardent et qui veulent poser des questions à le faire, par exemple par SMS avec mon propre portable qui, étant en régie, pourra directement déboucher sur une réponse. Et j'aurais d'abord demandé à Dominique et à Laure si eux-mêmes ont des questions à se poser. Enfin, moi, j'ai une question à poser à Étienne Beaulieu, c'est-à-dire que
Vous deux, vous venez de démontrer avec des mots assez simples pour pouvoir être compréhensibles par chacun d'entre nous, y compris des non-spécialistes dont je suis, qu'il y a vraiment des recherches très approfondies qui ont donné déjà leurs preuves. Vous venez de nous en expliquer les mécanismes. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait ce genre de réunion, parce que ce genre de réunion est nécessaire et vital, parce que vous n'obtenez pas les financements pour pouvoir mener à bien votre travail. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est le désengagement de l'État par rapport à des chercheurs qui travaillent pour le bien commun, le bien public, sachant que ce bien commun et ce bien public concernent vraiment des populations extrêmement importantes et concernent des questions politiques au sens le plus noble du terme. J'avoue, je pense que comme beaucoup de gens, je suis très décontenancée. Ta surprise et ton émotion font plaisir puisque c'est effectivement l'objet qui nous réunit aujourd'hui. Mais moi, je voudrais quand même vous demander à l'un et à l'autre, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas que le peu qui est fait et le projet de loi qui est en cours sur la dépendance, au lieu de s'appeler contre la dépendance ou contre ceci ou cela, s'appelle projet de loi pour l'autonomie? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'euphémisation qui contribue justement à l'invisibilisation du problème? Est-ce que c'est, on peut dire évidemment que c'est positif, mais est-ce que c'est pas très maladroit, plutôt que de dire il y a une situation dramatique, il faut la résoudre, d'appeler ça loi sur l'autonomie, un peu comme la seule allocation qui existe pour les personnes qui sont dans des grandes difficultés cognitives peuvent avoir droit à l'APA, et cette APA qui est vraiment donnée aux gens qui ont vraiment des déficiences majeures s'appelle allocation personnalisée pour l'autonomie. Est-ce que vraiment vous pensez l'un et l'autre que ça fait avancer le schmilblick à force de toujours dire que tout va bien? Moi, je peux peut-être commencer et leur poursuivre. Mais oui, moi, j'assume honnêtement le fait de parler d'autonomie. D'abord, comme on l'a dit, comme le prouve cette recherche, l'idée, c'est quand même que, justement, de ne pas, de considérer effectivement que tout le monde ne doit pas forcément être dépendant demain, quoi. De ne pas considérer que c'est un fait acquis et que, bon, de toute façon, le sujet est simplement de soigner la dépendance. Le sujet, c'est effectivement de travailler de la recherche jusqu'à l'accompagnement pour travailler. Je pense qu'il y a des possibilités, c'est bien de limiter beaucoup cette perte d'autonomie, en tout cas de faire qu'elle touche moins de gens plus tard, etc. Donc moi, je pense, ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai piloté une concertation et vraiment les professionnels, ouais, c'était unanime. Par exemple, Pascal Chanvert, qui voilà, depuis des années représente les directeurs d'EHPAD, il dit c'est stigmatisant de parler de dépendance et de dire de ne regarder les gens qu'à travers le sujet. Voilà, vous êtes dépendant et donc bon. Voilà, il y a une sorte de consensus pour essayer quand même de dire oui, le sujet c'est une politique pour privilégier l'autonomie. Dernier point, c'est aussi le point de vue de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a développé une approche qu'on appelle ICOP en anglais, qui est justement une approche pour effectivement essayer de maintenir le plus l'autonomie des personnes, maintenir les fonctions et de dire l'important c'est de maintenir les fonctions le plus longtemps possible et de dire ouais on peut y arriver. Donc moi je pense que et c'est pas nier le sujet, évidemment. Je signale que quand même dans les petits acquis des politiques publiques là tout récemment. C'est un petit acquis, mais il faut le prendre comme tel. Il y a une 5e branche qui est créée au sein de la sécurité sociale. Donc, il y a une sorte de reconnaissance quand même de ce sujet. Donc, on peut espérer qu'il y a un peu plus de débat démocratique quand même autour de ces sujets dans les années à venir. La branche maladie ne s'appelle pas santé, elle s'appelle maladie. Les allocations familiales s'appellent famille. C'est fait pour lutter contre la dépendance. J'ai du mal à penser que c'est mobilisateur et pas émollient. Qu'en penses-tu, Laure? Je pense que tout ce qui s'énonce mal est vécu mal. Et donc,
mal. Donc, tout ce qui s'énonce mal est vécu de manière négative. Donc, je pense qu'effectivement, les mots qu'on utilise pour désigner des choses, plus on les rend transparentes, mieux c'est pour la compréhension générale et collective. Et j'ai noté, moi, dans ce domaine de la vieillesse, que c'était quand même depuis une bonne trentaine d'années que les mots mêmes pour désigner cette catégorie d'âge, qui en soi n'est ni un handicap, ni une diminution objective de toutes les facultés, eh ben, s'accompagnent d'un désir d'effacement de cette réalité, comme si la réalité de vieillir, qui est quand même notre lot commun, était quelque chose d'obscène en soi. Et j'emploie à dessein le mot d'obscénité. Donc je pense qu'effectivement, ce mot de dépendance, il faut s'en débarrasser parce qu'il s'associe dans notre imaginaire à des choses extrêmement négatives, extrêmement difficiles à régler, voire impossibles à dénouer, à la fois psychologiquement, matériellement, intellectuellement et de manière éthique. Donc, il faut qu'une espèce de c'est ce que je dis à la fin de mon bouquin, mais je le pense vraiment, j'en appelle à une espèce de neutralité de la vieillesse, c'est-à-dire qu'elle est chargée négativement pour le moment. Il faut qu'au moins, je préférais qu'elle soit chargée positivement, mais on n'y est pas encore. Mais en ce moment, peut-être, on peut se battre pour qu'elle soit chargée ni négativement ni positivement, mais qu'en même temps, cela permette un regard entre guillemets encourageant et positif, et donc ça passe par les mots. Le mot d'autonomie, il est très important parce qu'il donne espoir, il permet de se projeter dans le futur, il permet d'imaginer aussi des gestes de solidarité de la part de chacun vers les autres. Donc par les mots passe beaucoup d'affect aussi. Donc ce mot de dépendance, moi je trouve qu'il faut absolument essayer de s'en débarrasser, y compris dans les appellations les plus officielles. Bon, alors Laure et Dominique avaient tous les deux le même point de vue et je range, je range mon argument. Alors, je vous pose une autre question. J'aurais voulu seulement dire un mot en plus, en disant que ce que vient de dire Laure Adler me paraît tout à fait sensé, tout à fait positif et tout à fait utilisable pour faire mieux, mais qu'il y a aussi quelque chose de plus, j'allais dire ennuyeux, en tout cas plus compliqué quand on n'a pas été intéressé à la question depuis longtemps, c'est la science. Et le travail que nous essayons de faire, c'est justement de montrer qu'il y a des choses au fond simples dans la science, une fois qu'on a fait un peu l'effort de comprendre les éléments nouveaux, et je crois que nous en apportons maintenant, à modifier l'évolution de la vie au cours de l'âge. Alors, une dernière question quand même à Laure et Dominique, qui l'un et l'autre avaient signé en mai dernier un manifeste qui est paru dans Le Monde, qui, si je me souviens bien, s'appelle « Révolution de la longévité ». Longévité, c'est pas mal, ça évite la stigmatisation et c'est quand même un bonheur d'avoir une espérance de vie longue. Et dans ce manifeste, il n'est pas fait état d'un recours ou de l'importance de la science ni de la recherche scientifique. Alors qu'au moins pour le Covid, on a tout de suite dit il faut un vaccin, il faut que les chercheurs cherchent. Alors pourquoi n'avez-vous ni l'un ni l'autre, je me doute bien que c'est un texte collectif qui vous a été soumis à la signature, mais pourquoi n'avez-vous pas l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, remarqué ce manque et demandé que ça soit par conséquent comblé et qu'il y ait au moins une phrase pour le citer? Bah, personnellement, parce que je pensais que ça allait de soi et je pensais que ça existait. Donc c'est ma naïveté et mon incompétence qui ont fait que j'ignorais complètement que les travaux scientifiques sur ce domaine n'étaient pas favorisés. Et pour ma part, honnêtement, oui, on nous a soumis un texte, il était fait, hein, on n'a pas eu à le construire. Et donc, globalement,
le sens de ce qui était dans ce texte m'allait. Donc voilà, j'ai signé, mais je suis totalement d'accord avec vous, effectivement. Encore une fois, je pense qu'effectivement, le sujet de la recherche, le sujet de la science dans ce domaine, oui, bien sûr, il est important. Et merci de la question qui m'est donnée de le redire. Je pense, oui, et comme sur les autres thèmes, quoi, encore une fois, c'est pas sans doute considéré comme prioritaire donc au jour d'aujourd'hui. Et donc voilà, encore une fois, dans mon rapport, j'essayais quand même de dire effectivement il faut aller plus loin. Sans doute, comment peut-on demain construire mieux ceci? Il y a aussi ce qui, en France, des gérontopoles qui se mettent en place, c'est-à-dire quand même des structures qui essayent de réfléchir sur les sujets de la vieillesse au plan territorial. Et il y en a qui font vraiment du bon travail, celui du professeur Velas à Toulouse, etc. Donc voilà, il y a des débuts quand même de travaux donc encouragés, mais je suis d'accord évidemment que ceci n'est pas encore suffisamment encouragé globalement. Donc, dont acte, totalement. Je ne peux que accepter, même glorifier les mots qui viennent d'être dits sur l'importance d'y penser, de chercher à mieux comprendre l'aspect en quelque sorte quasi moral d'une nécessité d'intérêt à la longévité et à ses conditions. Il n'empêche que techniquement, ça existe, le vieillissement. Techniquement, il y a des choses à faire et techniquement, elles ne sont pas complètement connues, loin de là. Absolument. C'est pour ça que d'avoir à la fois le contact humain, mental, moral et la science, c'est important et c'est ce que nous essayons de promouvoir. Bon, bah écoutez, Julien, est-ce que vous aviez, vous, quelque chose à ajouter? Vous pouvez nous dire quand le journal, quand votre article sera en ligne et quand le journal va le publier en version donc, papier? oui, ça a été accepté que très récemment, donc il y a encore des petites corrections à apporter, mais on espère que ce sera publié au début de l'année prochaine. Ouais, comme ça, les lysosomes n'auront plus de secret pour personne et FKBP 52 sera à nouveau, j'espère, le centre de la conversation. Ce qui est quand même vraiment fou, c'est qu'il y a une piste. Étienne, d'habitude, quand on en parle et qu'on lui demande est-ce que ça progresse, répond « rien ne vient contredire mes hypothèses ». Là, les hypothèses sont même confortées. Et donc, j'espère que les donateurs qui nous regardent accepteront une fois de plus d'être généreux. Et en particulier, il y a une petite urgence pour le portoir intelligent des souris, qui est une nouveauté en dehors de tout ce qui, évidemment, répond à la rémunération de l'équipe, équipe qui a la chance d'être abritée par l'INSERM, mais donc ce qui autorise à ce qu'il n'y ait quasiment pas du tout de frais généraux et que l'ensemble des ressources affectées à l'Institut Beaulieu aillent vraiment à la recherche. J'avais promis aux participants qu'ils seraient libérés à 13h. Je vous remercie vraiment beaucoup, non seulement d'avoir accepté d'intervenir et de jouer le jeu, mais aussi d'intervenir les uns par rapport aux autres, parce que je trouve que souvent, quand il y a ce qui s'appelle un peu webinaire, on voit des juxtapositions d'interventions qui sont d'ailleurs pas en direct. Alors que là, ce qu'il y a de formidable, c'est que vous avez pu répondre les uns aux autres et manifester la reconnaissance aux autres d'être présents. Et donc vraiment, ça fait que l'addition est plus que la somme des parties. Donc je vous remercie vraiment à tous et j'espère qu'on va pouvoir avoir enregistré et mettre sur le site bientôt l'échange qui vous a réunis et que comme ça, vous pourrez vous-même le faire circuler à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées par ces sujets et susceptibles de nous aider. Donc merci à Laure Adler, merci beaucoup Dominique Libaud, merci et bravo à Julien et à Étienne et merci à tous ceux qui se sont connectés pour être avec nous. Merci.